Bon, je sais pas ce que je veux faire de cette vidéo. Je sais pas si je vais la poster sur YouTube. Mais là, j'ai vraiment envie de parler du street workout, honnêtement, parce que là, euh, je viens de regarder la Battle Urban Cup. Et là, je pense qu'il va vraiment falloir remettre les choses dans son contexte. Parce que, honnêtement, j'ai été choqué de la vidéo. Honnêtement, je suis très excité de faire cette vidéo. Je m'entraîne depuis tout à l'heure pour la faire plus ou moins correcte. Là, je pense qu'il faut qu'on parle d'un truc, honnêtement, très sincèrement. Il se passe quelque chose de d'assez incroyable en fait au niveau du niveau du street workout. J'ai vu le niveau en freestyle, j'ai été juste choqué. Je pensais même pas que c'était possible de faire ça humainement. Il y a plein de figures auxquelles j'avais pensé à faire comme genre des 360 à une main. Je me suis dit, je suis sûr que quelqu'un pensera à ça un jour. Forcément, quelqu'un y a pensé et l'a fait. Et honnêtement, quand je vois ça, je me dis que même les figures auxquelles je pourrais penser qui pourraient être impossibles sont totalement envisageables. Car honnêtement, quand je pensais à des 360 one arm, j'y pensais, je pensais pas totalement que ça pouvait être réalisable. J'imaginais plus ça comme une blague, voire même comme un rêve ou un fantasme de pouvoir avoir cette figure parce que je trouvais ça trop stylé. Et honnêtement, quand j'ai vu le freestyle, enfin quand j'ai vu les perfs freestyle, le niveau que certains avaient, genre les gens, très clairement, les gens sont des singes en fait. C'est vraiment, ils ont une agilité de malade. Honnêtement, les reprises de 360 sur une main sans arrêt, je ne comprends pas comment c'est possible. Ça semble vraiment fou. En général, quand les gens font des figures sur une main, c'est qu'ils se rattrapent parce qu'il y en a une qui a lâché. Là, c'est vraiment volontaire. C'est-à-dire que vraiment, on a un niveau juste de malade. Et je vais répondre aussi à quelque chose qui se dit très souvent en ce moment au niveau du street workout, qui m'énerve un peu, qui m'agace un peu. Et je vais parler de ça. Bon, là j'ai envie de faire une vidéo pour parler de la Battle Urban Cup parce que j'ai regardé la battle. Honnêtement, il y a un niveau de dingue. J'ai été très clairement choqué en fait. Surtout et notamment en agilité où les gens, on dirait des singes en fait. C'est-à-dire ils se balancent, ils se récupèrent sur un bras. C'est juste incroyable. Vraiment le niveau est juste abusé. Que ce soit en agi ou en force, bah surtout en agi en fait. Il y a eu beaucoup de perfs en agi qui étaient assez incroyables. Donc, je vais faire une petite vidéo, juste pour récapituler un peu l'évolution du street, pour pouvoir remettre ça dans le contexte. Et je vais, à la fin, pareil, alors là j'ai tout mon speech, hein, donc j'ai marqué les comparaisons et tout des figures entre tous. Et après, je vais parler de l'apparition du street et quand est-ce qu'il est apparu parmi la gym. Donc, ça va faire bizarre de lire sur une feuille. J'ai pas l'habitude de lire sur une feuille en général. J'aime bien faire des trucs un peu à l'improviste. J'ai refait en fait, j'avais déjà commencé à refaire, enfin, j'avais déjà commencé à faire une vidéo de ce style. Je me suis dit, je vais la refaire parce que elle me plaisait pas. Elle me plaisait pas. Peut-être que je garderai la fin. Donc, je vais quand même faire toute la vidéo, mais peut-être que je garderai la fin de la partie que j'ai faite sur la vidéo. Mais je préfère refaire cette partie parce qu'en fait j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai dit beaucoup d'années quand c'était pas le cas en fait. Donc on va essayer de remettre correctement les choses dans leur contexte. Donc, j'ai fait quelques petites comparaisons. Alors j'ai repris beaucoup de vidéos de Matt Bress qui comparait des vidéos. Donc je vous conseille d'aller sur sa chaîne, aller voir les vidéos qu'il a postées sur sa chaîne de battle de 2015, de 2008, 2012 aussi je crois qu'il y a. Donc allez voir tout ça, allez voir sa chaîne, il y a pas mal de choses. C'est assez sympa. Il y en a un peu le street des années passées, de temps en temps. Donc, juste pour remettre un peu dans le contexte, je pense qu'on va partir de l'année 2008, hein, qui est quand même la plus reculée de tous. Donc en 2008,
on a Hannibal Forking qui fait des muscle-up sans keeping. Et puis des back levers jambes tendues. Moins tendues plutôt. C'est-à-dire que en fait il fait des back levers, j'ai encore l'image dans la tête. Il fait des back levers et en fait ses jambes sont tombantes, c'est-à-dire au lieu qu'il soit droit, c'est vraiment tombant. Vous irez voir sur la vidéo, ce sera beaucoup mieux. J'essaierai peut-être de vous la mettre, mais bon, ça me fait chier de reprendre une de ces vidéos pour la mettre sur ma vidéo. Il y a des débuts de front lever, des front lever raise, des planches bananes. Très clairement, les pieds vont vers le haut, quoi. On a des L-sit, des pompes archées, des pompes larges. Bon, voilà, c'est rien de plus pour se muscler. Hein. Là, la base de ces exos, c'est juste pour se muscler. Il n'y a pas de... on n'est pas dans la perf de figure, en fait. On est dans... comment dire? On est là pour juste se muscler, en fait. On essaye limite des figures qui pourraient ressembler à rien, mais qu'on sait qu'ils pourraient nous muscler sur certains endroits du corps. C'est vraiment ce qui est fait à ces années-là. Il y a des dips prises serrées aussi sur barre droite, c'est très intéressant. Je pense que ça doit assez engager les pecs, j'en sais rien, je ne l'ai jamais testé. Et puis on a quand même des fronts de tenue, hein, forcément. Bon après c'est Animal Forking, hein, c'est un certain niveau aussi. En gym, alors je voulais faire le comparatif parce qu'en gym en 2008, ils font des L-sit aussi. Là, je parle de la gym sur les anneaux. Il y a des Maltese qui sont quand même dead stop, donc ce qui font au moins une seconde. Des Iron Cross. Iron Cross to Maltese to passage reverse cross. Et puis c'est tout. Sinon après on passe au championnat du monde de street workout de freestyle 2012. Donc freestyle. Hein. On est vraiment sur du freestyle, on n'est pas sur de la force, on est vraiment sur du freestyle. Donc là c'est pareil, vous irez voir la vidéo de Matt Braise. Il y a une vidéo où il parle de ça là-dessus. C'est justement sa vidéo. Je vais aller regarder, j'ai vu ce qui se faisait un peu niveau figure pour voir les comparaisons, l'évolution un peu. Alors on a, alors ça va être très rapide, hein, parce que sinon après c'est un peu du show, hein, vraiment du show. Mais on a des front lever clean parfois à 2, donc on faisait déjà des front lever à 2 en 2012. Il y a des mélanges de set and reps et de statique. Et il y a aussi des pistol squats sur barre, c'est très drôle. Vous irez voir, il y a même des figures où la personne elle a les bras totalement sur la barre, sur les 3 barres parallèles. Et, le gars, il fait, genre, il a les jambes levées, enfin, c'est des, je sais pas comment dire, je sais plus si c'est 2 barres ou 3 barres parallèles, mais c'est très très bizarre. Genre, vraiment, il y a des figures, ça ne ressemble à rien du tout. Je crois qu'il y a, si je me souviens bien, il y a un peu de flag, qui est la figure un peu emblématique et la figure phare de ce sport. Et je crois qu'il y a, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a des flag push-up. Je ne sais plus. Mais bon, on a vraiment des mélanges de static set and reps. Donc c'est-à-dire que on fait des reps, on s'arrête des fois sur la rep. Enfin, vous irez voir la vidéo, c'est assez intéressant. En fait, de 2008 à 2012, on est à peu près sur du freestyle parce que ce que faisait Hannibal Forking en 2008, bah ça reste du show plus ou moins, mais c'est pas, en fait, c'est pas montré aux gens. C'est-à-dire que lui, il se muscle lui. Il fait des figures un peu improbables. Euh, Peut-être qu'il s'est inspiré de la gym, hein, on n'en sait rien, je sais pas trop, mais tout ce qu'il voulait c'était se muscler et il trouvait un moyen de se muscler, quoi. Donc du coup sinon on a 2015. Alors je vais prendre celui qui est avec un peu moins de perf. En plus j'ai mis beaucoup plus d'infos. Donc on a la Battle of the Bars Madrid 2015 de Street Workout, où je crois que c'est Matt contre son frère qui s'affrontent, donc Matt contre Iron. Donc niveau statique on a des V-sit, on a des planches qui sont pas full. Ça va être des straddles ou des progressions un peu moins avancées, ou des pikes planches, si on peut dire. Il y a des tenues sur le coup, genre à la barre ici, là. Je crois qu'il y en a un peu aussi en 2012 de ce genre de truc. C'est un peu improbable, mais c'est drôle. Il y a des fronts qui sont très peu tenus, des straddles en pike aussi, et full en demi-seconde. Des HSPU sur barre parallèle, donc bah, la handstand push-up sur parallèle.
Front limite dead stop, donc on est très très limite au niveau des dead stop. On doit être sur du 1 seconde. J'ai pas pris beaucoup de vidéos de référence, hein, je vous le dis tout de suite. On a des push-up flag, donc c'est beaucoup dans le show aussi quand même. Des muscle-up suppi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on peut faire ça, mais bon. Planche prona, straddle sur barre droite. Alors, planche prona, straddle sur barre droite et un peu grenouille quand même. On va pas se mentir. Et puis en freestyle, on a des débuts d'alley-oop, des transi L-sit, des espèces de 160, alors qui ne tournent pas. On a l'impression que, je crois que les bras touchent encore la barre. Enfin, vous irez voir, ce sera mieux. Ça fait push-up semi-planche keeping. En gros, les planches en push-up, elles ont un peu des keeping avec les pieds, quoi. Genre, on voit que les pieds ils balancent un peu. Des débuts de soleil avec mélange d'alley-oop, 360, 540. Les jambes sont pas engagées. On est à moitié assis en fait sur tous les spins 360, 160, 540. Les jambes sont pas droites, hein. Elles partent un peu dans tous les sens. Et donc du coup, j'ai émis l'hypothèse que le 360 serait une évolution d'une variante du muscle up. Parce qu'en fait, quand on voit dans la vidéo en 2015, on a un espèce de 360 qui ressemble à un muscle up et un tour sur soi-même pour récupérer la barre. Donc je soupçonne que les 360 et le freestyle seraient arrivés de certaines dérives du muscle up, enfin certaines variantes du muscle up, parce que dérive ça fait un peu négatif. Parce qu'en fait, il y a des muscle up clappés, il y a eu beaucoup de variantes de muscle up, hein. Et je pense que les 360 sont eu un mouvement, un spin, qui viendrait d'une variante de muscle up, en fait. Donc ça, c'est pour 2015. J'ai une autre vidéo en 2015 où le niveau est un peu plus intéressant. Bon, j'ai pas marqué plus de choses que ça. On a des fronts solides qui durent 1 seconde, donc dead stop du coup. Des back lever one arm. Voilà. J'ai juste mis un peu plus, enfin en plus, ce que je trouvais. Voilà. Alors le truc, c'est que j'ai pris aucun exemple de swab et aucun exemple de swag up. Mais si je prends des exemples par exemple de swag up, par exemple celle qui a eu lieu en 2024, il y a des sacrés perfs niveau statique. Même en freestyle, on commence à y avoir des 700, enfin des 720, on commence à avoir des 720. Un peu d'effet festo. Il y a aussi des victo sol, des planches sur 2 doigts, non, sur les pouces surtout. Euh, des pélicans. Enfin, on commence à avoir de plus en plus de mouvements du gym qui se font, mais sur barre. Ou parfois au sol quand c'est possible. Parce qu'un pélican, on peut pas faire ça au sol. Voilà. Mais les fronts sont de plus en plus tenus, ça peut durer 2 à 3 secondes. Si je prends par exemple, c'est pareil, les exemples des battles d'ISN qui ont eu lieu en 2024 aussi, je crois. Mais on a des SAT aussi, on a des SAT pull-up à l'infini. On a vraiment des moves incroyables. Les Iron Cross aussi, assez intéressant. Il y a des Victo. Donc on a tout un panel de figures euh, qui sont inspirés de la gym, qui viennent un peu de la gym, mais qui font apparition dans le street. Et ce que je pourrais dire, c'est que comparé à la gym, en street workout, quand on a une planche, un SAT, une Victo ou une planche, on a des variantes dynamiques. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir des pull-ups, on va avoir des presses. Donc pour la planche, ça va être push-up et press. Pour les fronts, ça va être pull-up. Press, c'est un peu moins fait en planche. Il y a plus de touch en front plutôt que des presses. En SAT, bon, du coup, c'est plus vraiment un touch en SAT puisqu'on est déjà à limite au niveau de la barre. Mais on a quand même des pull-ups en SAT puisqu'on est à quoi? On est à ça à peu près de la barre. Euh, donc c'est ça la différence avec la gym. C'est-à-dire que ok, eux, ils ont des mouvements de mobilité quand même en gym. Ils ont des mouvements statiques qui doivent tenir. Mais leur mouvement de mobilité, ça va être sur des comment dire, sur des transitions de figure de force.
Donc par exemple, enchaînement Iron Cross, Victo, enfin j'en sais rien, je dis de la merde. Alors que nous, en street workout, ça va plus être des mouvements comme des pull-ups, des push-ups, des presses. Voilà. Ça, c'est vraiment nos mouvements à nous. Qu'en gym, par exemple, ils vont demander une sortie, euh, une sortie spécifique quand ils ont fini, quoi. Genre une réception, une pirouette, un truc, quoi. En fond, on a un peu ça aussi en agi. Quand les gens sortent de bar, on retrouve des gens qui font certaines figures, des saltos ou enfin des trucs, quoi. On le voit justement dans la Battle Urban Cup. Donc voilà, vraiment au niveau street, on commence un peu à se rapprocher du niveau d'un gymnaste pour un street pro. Et encore, il y a certains street pro qui font des dingueries, qui je ne suis même pas sûr que certains gymnastes ne feraient. Mais après, j'ai envie de dire, c'est complémentaire. Les trucs que les gymnastes ont, quand même, ils ont quand même des sacrés moves, hein. Enfin, franchement, pour faire des moves tels Iron Cross, Victo, ou des fois ils font des Victo front ou front to Victo, enfin, ils font des combinaisons de mouvements assez incroyables quand même, qu'on a un peu moins en street, mais qu'on retrouve de la force ailleurs, quoi. Donc sur les pull-ups et les presses, comme je disais tout à l'heure. J'ai regardé la vidéo du Urban Cup tout à l'heure, et je suis choqué des performances. Je disais tout à l'heure que au niveau freestyle, il y avait des perfs juste incroyables. Il y a des gingers à en veux-tu en voilà, des shrimp flips qui sont placés assez facilement, des 540 qui sont limite maintenant la norme. On est en 2025. Les 540 sont la norme. Honnêtement, en 2025, les 540, il y en a, ils en font à balle. Ils en font en série, quoi. Genre sans s'arrêter. À un moment donné, il y a quelqu'un qui cale un 720. Les gens réagissent moyennement. Genre comme si c'était accepté un 720. Genre, ça impressionne plus les gens, un 720, on dirait. C'est-à-dire, en même temps, il y a un mec qui cale un 720, les gens, ils ne réagissent pas du tout. Genre comme si, ouais, on avait déjà vu ça, quoi. Enfin, ça va, hein. C'est pour ça, en fait, genre, le public, c'est trop bizarre. Après, je sais pas si c'est la région ou l'endroit où ça a été fait. Mais moi, je me souviens que quand la SWA Cup 3, il y a quelqu'un qui avait casé un 720, limite, ça hurlait dans dans toute la salle, quoi. Donc vraiment, je vous dis, on entre vraiment dans une ère du street qui est juste folle et incroyable. Et là, je vais vraiment hors de ce que les gens disent sur le street, comme quoi oui, le street est en train de mourir et tout. Pas du tout. Je vais y arriver après, mais le street va vraiment connaître de grandes années, les années à venir, vraiment. Donc, je suis choqué parce que honnêtement, on arrive sur des sports de force. En fait, ce qui m'a le plus choqué, c'était la force des gens. Et j'ai regardé la vidéo du coup de Thorfinn SW, donc c'est sur sa chaîne que j'ai vu la rediff, une partie de la rediff de la compétition. Et je sais pas si je devrais parler de Lucien, parce que pour moi, je pense que Lucien, c'est un cas à part. Euh, il a vraiment des perfs et une force incroyable, vraiment. C'est juste fou. Mais en fait, c'est juste histoire de recontextualiser, quoi. Quand je regarde les perfs de Lucien pour son âge à 15 ans, où à un moment de temps, on voit sur la vidéo, une foule, il cale une foule euh, planche plutôt correcte. Elle tient une seconde, je crois, je vais pas dire de bêtises, je me souviens plus trop bien. Ensuite, il presse, il redescend en straddle, un peu bras pliés comme si c'était une semi-planche. Il refait une presse à l'aide de ses bras en straddle, et il refait une nega en straddle. Et il tient une seconde. Ça, c'est le niveau d'une personne de 15 ans. Genre, juste, je suis choqué, en fait. Honnêtement, je suis choqué. Parce que quand je vois Matt à 14 ans, c'est pas pour, euh, c'est pas pour juger, hein, mais honnêtement, Matt,
Il était vraiment dans cette période du street où il pensait enfin, les gens pensaient à cette époque que ce qu'il faisait, c'était juste incroyable. Et quand tu compares à ce que font les gens aujourd'hui, je vais pas prendre que l'exemple de Lucien parce que bon, je sais qu'il fait beaucoup de figures que les grands font quand ils ont à peu près 5-6 années de pratique. Lucien, ça va faire combien d'années qu'il pratique? 2 ans? 2 ans et demi, je pense, à peu près. Voire 1 an et demi, non, 1 an et demi, 2 ans, je crois. Ça doit être à peu près dans ces âges-là. Et il s'essaye déjà à des planches sur doigt, donc two finger planches. Et il s'essaye aussi. Donc après, attention, il est en two finger planche, mais en straddle. Mais ça reste quand même, bon, ça reste quand même assez exceptionnel. Il case des handstand one arm et surtout, il tente des planches one arm et des front one arm. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que les jeunes de notre époque d'aujourd'hui, dans ce sport, vu qu'ils voient des figures que les pros et les gens font actuellement, ils s'essayent à ces figures-là. Parce que aussi, il y a des gens qui disaient qu'il fallait pas attendre d'avoir une figure, d'être assez fort pour avoir une figure. C'est-à-dire, si par exemple, alors après bien sûr, il faut quand même une certaine base musculaire. Mais il y a pas mal de gens sur YouTube, ça se dit de plus en plus dans le street, je trouve, dans le sport, que si on veut une figure, on n'a pas à attendre d'avoir une front touch pour commencer la victo. On n'a pas à attendre, on n'a pas à attendre telle figure pour pouvoir faire une autre. Il n'y a pas à attendre, je sais pas combien de reps pour pouvoir faire, genre, parce qu'il y a des gens, ils vont dire combien il me faut de reps par exemple, de front pull-up pour que je commence la front touch, combien il faut de temps de front touch pour que je commence la victo. Enfin, on s'en fiche de ça en fait, genre juste, c'est pas un jeu vidéo, c'est parce que t'as tant de trucs que tu t'as débloqué l'autre niveau. Non, ça fonctionne pas comme ça, le corps. C'est pas comme ça. Si tu veux avoir une victo, déjà fais de la victo. Enfin, c'est-à-dire que si tu veux trouver de la force dans ce mouvement, il faut que tu crées une adaptation et de la force justement dans ce mouvement, sinon ça ne fonctionne pas. Alors après, effectivement, la front touch peut se rapprocher d'une victo, mais c'est pas les mêmes engagements, il n'y a pas les mêmes prises. Enfin, moi c'est ce que j'ai remarqué en street. J'ai remarqué que chaque mouvement, chaque placement de bras différent, juste un petit paramètre qu'on change toute la figure. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est plus du tout la même figure. J'avais eu cette impression avec une figure d'ailleurs la dernière fois. Je me dis, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même mouvement. Bah tiens, par exemple, j'ai un exemple. Le front en prona, le front lever en prona, je l'ai fait en suppi. Pour moi, je tiens beaucoup moins longtemps en suppi. Alors pourtant, je fais exactement le même mouvement, c'est juste j'ai changé l'angle de mes bras en fait. Et c'est ça qui est impressionnant dans le street, c'est que chaque angle ou chaque mouvement que tu fais, mais surtout chaque angle dans lequel tu es, que ce soit de ton corps ou des mouvements, enfin des parties de ton corps, et ben on n'a pas du tout la même force qui est impliquée en fait en fonction de l'angle que tu prends. Et c'est juste choquant. Donc effectivement, si vous voulez une figure, n'attendez pas d'avoir tel tel nombre de répétitions, tel nombre de temps, ça sert à rien. C'est comme à partir de combien de tractions je peux démarrer le front lever. Moi, j'étais persuadé qu'il me fallait au moins 20 reps pour pouvoir avoir 20 reps d'affilée pour avoir un front lever solide. Aujourd'hui, je suis qu'à 15 reps max, 16, enfin, je tourne autour des 15-16 reps max en traction. D'ailleurs, j'en ai pas fait depuis un petit moment. Et pourtant, je tiens des front levers de 3 secondes et maintenant, j'arrive limite à faire des presses en front lever. Donc bon, voilà quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça, je voulais venir là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, les jeunes vont s'essayer plus aux figures qu'ils voient que les pros font. Donc c'est-à-dire que à 14 ans, 15 ans, quand les jeunes avaient 14-15 ans en 2008 ou 2012, du style Matt, allez, prenons Matt pour exemple, Matt Braise. Je sais pas quel âge il avait en 2008-2012, mais il était quand même assez jeune. Est-ce qu'il s'essayait à des planches one arm ou des front one arm? Peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'ils étaient précurseurs. Est-ce que ça tenait? Je sais pas. Est-ce qu'ils faisaient des two finger planches? Est-ce qu'ils faisaient des planches sur les pouces? Ou sur les doigts? Je sais pas. Je sais pas.
Je pense pas. Devait se voir moins. Je pense qu'il y en a certains qui en faisaient, et il devait être un ou deux. Enfin, ils se comptaient sur les doigts de la main, je pense. Mais maintenant, t'en vois un peu partout des gens qui font des plonges sur les doigts. Donc forcément, les jeunes ont envie de s'essayer à ça et commencent à créer de la force dans ces angles-là, c'est-à-dire dans des planches à deux doigts, des planches sur les pouces, des planches sur les doigts, des trucs comme ça, des planches à une main, des frontes à une main, des frontes sur deux doigts, enfin, des choses qui impressionnent, qui font quand même, comme d'habitude, le show. Parce que c'est un peu ça ce sport aussi, hein. On va pas se mentir, il y a beaucoup de show aussi. Même s'il y a aussi énormément de perfs. Et donc, du coup, effectivement, on peut trouver que les jeunes ont un niveau plus important que ceux d'avant. Après, il y a aussi le facteur, euh, il y a des gens qui sont passés avant nous dans ce sport-là et qui sont en capacité de nous donner des conseils, limite de nous coacher. Je sais pas si vous avez idée de ce que ça représente. En fait, je sais pas comment recontextualiser ça et comment expliquer ça. Mais vraiment, moi, ça me fascine. Honnêtement, je suis vraiment très impressionné. Ce qui m'a fait tiquer, en fait, ce qui me choque, c'est même si on prend pas les jeunes qui commencent ce sport de 14-15 ans, comme Matt, quand il avait commencé, il avait vraiment pas ces perfs-là. Hormis ça, juste les perfs des gens, même des gens qui ont 20 ans, 22 ans, 24 ans. Tiens, je vais prendre l'exemple de Melvin, par exemple. Melvin qui est entraîné par Livan. Vous regardez le niveau de Melvin pour son âge, c'est juste, je suis désolé de le dire, mais c'est juste choquant. Genre honnêtement, alors après il a été entraîné par un pro, il a été entraîné par quelqu'un qui sait s'entraîner, mais je trouve ça, ça me rend dingue, ça me rend fou en fait. C'est vraiment des perfs de malade. C'est vraiment un truc de malade. Je suis même pas sûr que Livan il avait des perfs comme ça à cet âge-là. Et parce que comme je disais tout à l'heure, les euh, les gens qui ont précédé ce sport donnent toutes les leçons aux jeunes générations pour qu'ils évitent de faire les erreurs qu'eux ont fait et perdre du temps. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils progressent plus vite, mais en fait, ils progressent un peu plus intelligemment déjà dans un premier temps. Et puis même, enfin, quand t'as quelqu'un pour te conseiller, te donner des conseils, et qui a vécu tout ce que toi t'as pas vécu, et qui est en capacité de te dire, et qui a vécu toutes les douleurs et tout, et qui sait, forcément que les jeunes vont progresser plus vite. C'est une évidence. Forcément que les jeunes de notre époque, enfin de nos années, ont un niveau de dingue. Et donc, comme je disais tout à l'heure, attention, les gens n'ont pas les mêmes potentiels musculaires. Là, je parle de Melvin, mais si ça se trouve, il y a des gens de 16 ans qui sont coachés par, je sais pas moi, par quelqu'un d'autre que l'Ivan, ou peut-être voire même par l'Ivan, qui ont commencé à peu près dans les mêmes âges que Melvin qui a ses perfs d'aujourd'hui là. Et si ça se trouve, ils n'ont pas le même niveau. Pourquoi? Bah parce que ils vont peut-être avoir plus de facilité en tirage, plus de facilité en pouce, en pusher, plus de facilité en tirage, plus de facilité en poussée. Les insertions différentes, donc que ce soit ils n'ont pas le même potentiel musculaire, génétique, les mêmes tendons, les mêmes systèmes nerveux, la même envie, le même mindset, les mêmes dispositions, ils n'ont pas la même force, la même endurance, le même volume osseux et musculaire. Donc il y a tous ces paramètres aussi qui font que ça joue sur les perfs des gens. Ça c'est quelque chose, c'est indéniable. Après tu peux très bien avoir une golden génétique ou une bonne génétique quand même, et avoir un mindset de merde, ou ne pas avoir l'intention, tu mets pas assez d'intention dans ta séance, ce qui peut jouer aussi. Parce qu'il n'y a pas que le potentiel physique non plus, il y a le potentiel psychique ou le mental qui joue aussi sur les perfs. Ça là-dessus, faut se mettre d'accord là-dessus aussi. Si t'as les deux, en général, t'es plutôt bon. En général, il vaut mieux avoir un potentiel mental, de mindset assez costaud pour pouvoir réussir. Alors après, tout dépend à quel âge on a commencé aussi. On n'a pas les mêmes dispositions, les mêmes tailles à certains âges, on n'a pas les mêmes forces, la même endurance, les os sont pas développés de la même façon à certains âges, les tendons sont pas totalement, voilà. Mais ça reste juste fou en fait. Euh,
Et en fait, c'est ça qui m'a fait péter un câble. Je me dis, mais on est en train de rentrer dans une transition de la musculation qui est en train de changer, honnêtement. Qui est en train de changer. Parce que la musculation, corrigez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, c'est fait pour ça aussi. Vous reprenez cette vidéo, vous me corrigez, vous en faites ce que vous voulez. Je suis là pour ouvrir le débat, hein. Je suis là pour parler en fait de ce sport parce que je trouve ça incroyable. C'est un sport incroyable et ça me fascine, j'ai envie d'en parler en fait. Même si je vais dire peut-être un peu de la merde, corrigez-moi. Mais et donc du coup j'ai fait quelques petites recherches parce que on est d'accord que la musculation est quand même corrélée à la gymnastique parce que on a cet entraînement du corps, ce besoin de comment dire, de muscler son corps, de prendre soin de son corps et de vraiment de se développer un corps, se bâtir quelque chose quoi. Et, euh, et quand je dis que la musculation et la gym est intimement liée, c'est que quand vous écoutez certains Québécois qui vont à la salle de sport, ils disent qu'ils vont au gym. Euh, quand, quand on peut écouter certaines personnes encore, il y en a qui disent je vais à la salle de musculation, il y en a qui disent je vais au gymnaste pour parler euh, de la salle de sport. Certains Anglais d'ailleurs le disent, si je dis pas de la merde. Donc voilà, on a vraiment une corrélation entre musculation et gym. Et j'ai voulu faire mes petites recherches. Et en fait, bon, sans parler de ce qui se faisait à l'époque de temps de euh, avant Jésus-Christ, donc au temps de la Grèce antique et de Rome, on n'est pas encore trop dans soulever des poids vraiment hyper lourds et tout. Mais on est vraiment dans l'optique de se construire un corps. On est vraiment dans cette optique de se muscler, quitte à faire vraiment d'entraîner son corps, quoi. Vraiment faire des exos de poids de corps ou avec des poids, des haltères. Parce que ça existait quand même, les haltères, quand même, à cette époque-là, pour entraîner les soldats et tout. Donc voilà, surtout, ça se faisait plus à Rome de s'entraîner avec des charges lourdes. En Grèce, c'était peut-être plus poids de corps, donc il y avait un peu ce mélange-là, mais ça reste quand même lié. Ça reste vraiment musculation. Il me semble que c'était ça. Mais bon, j'étais pas là pour savoir, donc bon. Donc voilà, je fais un peu abstraction de cette période-là, parce que effectivement ça existait avant, mais je vais parler plus précisément de notre époque à nous. La gym, son apparition en tant que telle, à notre époque, elle apparaît en 1774, mais telle qu'on la connaît, c'est-à-dire avec les comment dire, les travails avec les anneaux, avec les barres et tout, ce qu'on connaît à maintenant, et encore je pense que ça a dû bien évoluer par rapport à ce que c'était avant, mais vraiment la gym, c'était vraiment tout ce qui était travail de mobilité, de souplesse et de force. On avait vraiment ça, quoi. Après, je dis l'apparition de la gym telle qu'on la connaît dans nos siècles-là, mais peut-être que c'est une invention beaucoup plus récente qu'on a redécouvert avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comme à peu près tout, je pense. Euh, Après, on arrive sur le culturisme, bodybuilding, poids et haltères. Là, vraiment, je survole vraiment, hein. C'est vraiment plus que de la vulgarisation que je fais. C'est vraiment même pas de la vulgarisation, c'est vraiment je survole. C'est, c'est, c'est de l'à peu près. Ça se rapproche de ces époques-là. C'est juste pour retracer et faire une histoire, comment dire, un résumé très, très généraliste. Donc, on a l'apparition du culturisme et du bodybuilding en 1867, hein, donc pratiquement un siècle après, quoi. Euh, on a des gens qui soulèvent des poids. Alors attention, je vais pas rentrer dans le cliché, parce qu'il y a de clichés, mais il y a plusieurs versions de musculation quand même maintenant qui existent. Mais la musculation, on a des gens qui soulèvent des poids, on a des gens qui s'entraînent avec des machines, qui soulèvent des haltères, des barres, tout. On a vraiment des gens qui travaillent, je vais dire, leur force, mais on est plus dans le fait de développer sa masse musculaire et un volume musculaire, quoi. C'est vraiment ça qu'on cible. Donc là, on commence à avoir des gens qui ont un culte du corps où on commence à vouloir avoir de la masse musculaire, mais vraiment montrer de la masse musculaire. Hein, vraiment le bodybuilding tel qu'on le connaît maintenant, quoi. Ensuite, un autre siècle après, on a l'apparition du CrossFit. C'est-à-dire, il y a 2 siècles qui séparent le gym, enfin l'apparition de la gym
et le CrossFit. Donc le CrossFit, c'est un peu, j'ai envie de dire, la transition qui se fait entre le sport par volume musculaire, donc développement d'un volume de muscles et pas forcément tant de force. Alors attention, je dis pas que les bodybuilders, les gens qui font de la musculation n'ont pas de force, attention. Ce sont des gens qui ont quand même vraiment pas mal de force, hein. Faut quand même reconnaître ça. Mais vous allez voir qu'ils n'ont pas la même optique entre bodybuilder et street workout, et je vais en venir juste après. Le CrossFit, c'est pourquoi j'appelle ça la transition, parce que on a des mouvements qui sont repris du bodybuilding. Je veux dire, la musculation, ça va être plus rapide parce que je me galère à dire le mot bodybuilding. Le CrossFit reprend des exercices de musculation de la musculation. Et en plus de ça, on va avoir plus d'endurance et plus d'explosivité, hein. On le voit sur les muscle-ups, sur les tractions. On voit qu'il y a quand même un peu plus de travail au poids de corps, mais il y a aussi du travail avec des poids, des barres, des haltères. On est vraiment dans l'explosivité et la rapidité. Et ça se voit en fait au niveau de l'exécution des tractions et des muscle-up, surtout au niveau des muscle-up qui sont vraiment pas clean parce qu'on veut vraiment taper la répétition, quoi. Vraiment, c'est pas clean. Bon, pour eux, peut-être que c'est clean, je sais pas, je veux pas me confronter à des gens qui font du CrossFit. Et explosivité, rapidité. C'est vraiment ça en fait dans le CrossFit. On a de l'endurance, de l'explosivité, de la rapidité. On veut faire le plus de reps. La beauté du mouvement, je vais pas dire qu'on s'en fout un peu, mais on veut plus taper dans la répétition. Donc on est vraiment sur des exercices de musculation et d'endurance en même temps, hein. Je pense tout particulièrement, comment ça s'appelle? Au burpee, les tractions aussi, les muscle up aussi sont assez dynamiques. Les squats aussi, je crois qu'ils sont assez vite. Alors ça dépend, je crois qu'il y a deux parties du CrossFit aussi. Et il y a du CrossFit aussi où ils font avec des poids, je crois qu'ils font du soulevé de terre aussi. C'est pas un milieu que je connais très bien, donc je vais éviter de dire de la merde. Je généralise un peu, je vulgarise, je survole même. Là, c'est vraiment du survolage tout ce que je suis en train de dire à propos de l'évolution du sport, de musculation de gym. Ça reste du survolage, hein. C'est pas très précis, mais c'est pour juste voir un peu la trame, comment c'est développé. Si on part vraiment de la gym en 1774 et qu'on arrive jusqu'au street, on voit un peu ce qui a fait que le street est arrivé en tant que tel, quoi. Est revenu, on va dire plus ou moins, parce que je pense qu'il y en a qui en faisaient à la Grèce antique. C'est vraiment faire le plus de reps possible. On est vraiment sur de l'endurance pure et dure. Ensuite, en 1984, donc 10 ans après l'apparition du CrossFit à peu près, on a l'arrivée du powerlifting. Donc là, c'est le point de non-retour. C'est-à-dire que, ok, il y a quand même encore aujourd'hui des gens qui pratiquent la musculation. Mais j'ai envie de dire que là, on a une transition de la musculation telle qu'on la voit. C'est-à-dire qu'on est passé de 1867 au culte du corps, c'est-à-dire à, à vraiment avoir des gros bras. Alors attention, je dis pas que tout le monde voulait ressembler à des gens qui ont des gros bras à l'époque en 1867, mais on était plus dans cette optique-là quand on imaginait la musculation. Et en fait, vraiment, le powerlifting, c'est pour moi le point de non-retour dans ce qu'est réellement la force, quoi, telle qu'on la connaît. On voit bien que ce qui est voulu maintenant dans la musculation, dans le développement du corps, c'est plus des gens fins, des gens maigres. Alors maigres, attention, hein, je mets des guillemets, mais des gens fins qui ont pas trop de masse musculaire non plus, enfin que c'est pas tant impressionnant non plus et abusé. Ça reste une partie de la musculation, mais on a des gens vachement plus secs, avec moins de graisse. Vraiment, tu regardes des gens qui font du powerlifting, il y a pratiquement que du muscle. C'est vraiment sec de chez sec. Ce qui peut être différent par rapport à des gens comme on voit dans le CrossFit ou dans le bodybuilding, comme je disais, où on a quand même un certain taux de graisse quand même avec le muscle. Parce que il y a cette optique au niveau du muscle, voilà. On veut essayer d'avoir un beau muscle et tout.
En fait, c'est vraiment le culte du muscle, le culte du corps. Dans le powerlifting, c'est vraiment la force pure, brute et dure. On a vraiment des mouvements qui se développent. Donc oui, on a l'apparition du powerlifting. Donc on a 3 mouvements pour le powerlifting. On a le squat qui travaille les jambes, le développé couché qui travaille le push, et le soulevé de terre qui travaille le pull. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On a l'apparition du street workout 6 ans après le powerlifting. Street workout apparaît à peu près dans les années 1990. Son apparition serait peut-être en Amérique, si je dis pas de bêtises. Bon là, c'est du street workout urbain, c'est de la musculation urbaine. On a des barres, on a des poids de chantier, on va se laisser avec des poids de chantier, on va faire des tractions avec, voire peut-être même des muscle-up lestés avec des poids de chantier, des dips, des impossibles dips, des espèces de front, des planches, un peu banana, mais voilà, un peu cette notion de show, de travail de force, de faire des figures statiques, ce qui va se rapprocher un peu de la gym. Attention, quand je disais tout à l'heure la gym en tant que telle, je dis pas que la gym qu'on connaît aujourd'hui est la même qui a quand c'était en 1774. Attention, je ne dis pas ça, hein. Bien sûr, ça a évolué. La gym en 1774, c'était quand même plus fait déjà dans des salles, on va dire, de danse classique, si je peux dire ça comme ça. Euh, voilà, on n'était pas dans des salles avec des tapis ou des c'était plus différent qu'avant. On a quand même du matériel qui a évolué, les pratiques ont évolué, les barres ont évolué, les anneaux aussi. Après, je connais pas trop le milieu ancien de la gym, hein, mais je vous ai dit, je survole vraiment, hein. Si vous voulez faire plus de renseignements, enfin, si vous voulez avoir plus de renseignements, faites des recherches. Et puis, si vous voulez apporter une correction, c'est totalement permis. C'est le but. On est là pour s'apporter des choses mutuellement. Et on a l'apparition du street lifting en 2016, donc à peu près 36 ans après, quoi. 26 ans après, je ne sais plus compter. Et dans le street lifting, qu'est-ce qu'on a comme mouvement? Donc là, on a un peu l'aboutissement après les 7 reps dans street workout, où on commence à se lester, on commence à avoir des apparitions de street lifting, du coup, sur les dips, sur les tractions, sur les muscle-up, bon, sur le squat. Bon, le squat, heureusement qu'on a une barre pour faire des squats, sinon on se ferait chier au bout d'un moment. Donc les dips, ça travaille la poussée, les tractions au tirage, les muscle-up, plus tirage, mais un peu poussé aussi, ce qui est une dips barre droite, et les squats, plus les jambes et les fessiers. Et donc tout ça est fait lester, avec des poids. Donc c'est pour ça, on voit quand même le lien. Je disais tout à l'heure, en musculation, on travaille avec du poids. Je parlais tout à l'heure du street workout, ou des sports de force où on travaillait avec le poids de corps. Mais avec le travail de poids de corps, on peut aussi se lester comme comme en musculation. Mais faut pas voir. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font encore la confusion aujourd'hui. Oui, c'est mieux de travailler qu'en poids de corps parce que voilà, travailler avec des poids, c'est pas très bien. Ou il y a des gens qui disent l'inverse. Oui, c'est mieux quand même de travailler. En fait, les deux se valent en fait. On s'en fiche un peu. Les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de méthode miracle où enfin, si vous voulez vous lester, que vous sentez que vous avez plus de sensations, bah lestez-vous. Si vous avez pas envie de vous lester parce que vous avez peur de vous blesser ou enfin quoi que ce soit, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Faut arrêter d'écouter des avis sur les gens qui sont tout le temps en train voilà de dire oui telle chose est mieux, le poids de corps c'est mieux parce que les poids machin machin. Non, vous faites ce que vous voulez. Très clairement. C'est parce que vous travaillez avec des poids que vous savez ça va être la gonflette. En fait, il y a un peu cette image, je trouve que c'est dommage parce que je pense que le fait que le bodybuilding soit arrivé en 1867, je pense que ça a été un peu ses âges d'or, hein, vraiment. Dans les années 1800, fin 1900, alors dans toute, je dirais, non, je dirais même milieu année 1800 jusqu'à fin année 1800, début année 1900, le culte du corps bodybuilding, s'il y a aucun problème. C'est plutôt bien vu.
mais j'ai l'impression que plus on rentre dans des sports de force, plus j'ai l'impression que c'est mal vu en fait d'être assez massif. J'ai l'impression que ça dérange certaines, alors pas mal, enfin attention à ce que je dis. Bah, les femmes n'ont jamais été très attirées par les muscles. Je trouve que c'est plus les hommes en général qui sont attirés par les corps musclés des hommes. Alors attention, c'est une exception. Je sais qu'il y a des femmes qui adorent ça. Je sais qu'il y a des femmes qui aiment aussi être musclées. Donc faut pas mettre tout dans le même panier. Mais je trouve qu'il y a un peu cette dépression. Dépression. On voit bien que les gens n'apprécient plus le fait d'être complètement massif, craqué de partout, genre musclé comme une bête, comme Hulk, quoi. J'ai l'impression que c'est moins attrayant pour les gens. Moi, honnêtement, ça me dérange pas, j'adore ça aussi. J'aime beaucoup les corps musclés, je trouve que c'est justement une preuve de très grand travail et de très grande force. Voilà, voilà. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai marqué ici? Musculation potentielle de force comme exemple de la pile. Ah oui, ah oui. Voilà, c'est ça. Donc on va partir sur autre chose. C'est-à-dire que, en plus ça tombe bien, je voulais justement y venir. C'est fou comme quoi en fait mon schéma, enfin mon schéma de pensée se calque bien sur ce que je suis en train d'énoncer là actuellement. Ça se suit totalement. Euh, En fait, le truc c'est que c'est ça. La musculation, donc le fait de, j'aime pas dire musculation, je veux dire bodybuilding, même si j'ai du mal à le dire encore. On n'est pas sur les mêmes séries et les mêmes temps de pause que sur des sports de force. On est sur des... Alors, je crois que en street workout, donc sur des sports de force, comme le powerlifting aussi, je crois, ou le street lifting, on est sur des temps de pause assez larges, assez grands, et des séries des reps assez courtes. Donc je crois qu'on travaille plus l'intensité à ce stade. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens de street workout qui crient plus à s'entraîner à l'intensité qu'au volume. Parce qu'avec l'intensité, je crois qu'on crée un peu plus de force. Si je dis pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes là pour ça aussi. En bodybuilding, je crois que les temps de pause sont un peu plus courts, mais que les séries, les reps sont un peu plus grandes. Donc je crois qu'on tape un peu plus dans le volume. Je crois que nous, en tant que sport de force, on laisse plus de temps aux muscles de se reposer, si je dis pas de bêtises. Et en bodybuilding, on laisse moins de temps aux muscles de se reposer, ce qui fait que bah, il va prendre plus de volume. Ce qui va avec ce qu'il fait justement. En allant dans le volume, il prend plus de volume. En tapant dans l'intensité, on a un peu plus de force, on tape plus dans le potentiel de force du muscle. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois le truc. C'est-à-dire que les gens qui travaillent la force et les gens qui travaillent le volume musculaire sont deux cas à part. Mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ça ne veut absolument rien dire. Ça dépend de vos objectifs, ça dépend de ce que vous voulez. Après, les gens, on s'en fout, hein. Ça dépend de vous personnellement ce que vous voulez. Si vous voulez un corps massif, euh, énorme, faites ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. C'est très attirant aussi, hein. Les deux sont très attirants. Si vous voulez un corps un peu plus sharp, un peu plus taillé, un peu plus sec, vous voulez travailler un peu plus de force, bah allez ici, mais faites ce que vous voulez. Allez vers où vous avez envie, où votre cœur vous porte. Et n'écoutez pas les gens, on s'en fiche. Les gens ne sont pas dans vos têtes à l'instant T, là, sur ce moment-là, sur cet événement-là, à ce moment-là, pour dire ce qui est mieux pour vous. Et parmi tout ce que vous avez vécu avant, ils sont pas là pour dire ce qui est mieux pour vous à cet instant-là, maintenant, là, dans cet événement, dans cet environnement. Voilà. Il n'y a que vous qui savez, ok? Retenez bien ça. Euh, donc voilà. Là, je trouve que c'est toujours, pour en revenir un peu, je tourne un peu en rond là-dessus. Je trouve que le bodybuilding est très mal vu, mais je sais pas pourquoi. Il y a eu un peu cette période de oui, tout dans les bras, rien dans la tête. Il y a eu une période qu'on a traversée comme ça, où les gens musclés, euh, c'était toujours des gens mal vus en fait. Et je pense que ça a toujours été, et ça l'est toujours un peu aujourd'hui, même pour des gens qui ne sont pas autant balèzes que ça. On a toujours des gens qui
qui font pas de sport, qui voient le sport mal vu, comme quelque chose de mal vu. C'est-à-dire, on va un peu nous référer à des gens qui se dopent, qui font pas attention. On nous voit un peu comme des gens addicts. On nous voit comme des gens qui font trop attention à la nourriture. Euh, En fait, j'ai l'impression que, alors je sais pas si c'est juste une mentalité française ou si c'est dans le monde en général que c'est comme ça cette mentalité, mais moi j'ai vachement vu, bah, après je suis en France, donc voilà, je suis là pour dire ce que j'ai vu en France. Mais il y a toujours ce schéma de dès que tu commences à réussir à être bien, à être meilleur que quelqu'un d'autre, il y a toujours quelqu'un pour te juger. Et cette personne en général qui te juge, elle est moins bien que toi parce que un peu comme si elle te jalousait, elle pointe du doigt ce qu'elle voudrait être et qu'elle n'est pas. Donc c'est un peu dommage parce que on devrait plutôt se réjouir de la réussite des gens plutôt que de d'être jaloux de ce qu'on n'a pas et qu'on pourrait faire à n'importe quel instant d'ailleurs, hein, si on reprenait des bonnes habitudes. Mais ça c'est vraiment une mentalité, c'est dommage quoi, c'est dommage. Même en tant que sportif, on peut pas se taper dans les tibias ou dans les jambes de parce que un tel fait de la force et que moi je suis badass, alors je vais lui dire fais comme moi ça va être mieux ou en fait forcément on donne toujours des conseils aux gens en fonction de nous, notre vision qu'on a de notre vie, mais il faut savoir aussi se mettre à la place des gens et se dire ok peut-être que lui il prend plus de plaisir à faire ça ou il trouve plus de voilà, il faut essayer de trouver des compromis, quoi. Faut arrêter de vouloir tout le temps imposer sa vision. Imposer sa vision, c'est bien aussi à certains moments, mais c'est aussi bien voilà, de se dire, ok, il y a aussi d'autres points de vue que moi, ok. Donc, voilà, je trouve ça dommage. Alors, en général, bon, c'est rare quand même parce que les sportifs sont quand même des gens qui sont, qui ont une mentalité de sportif, hein, c'est-à-dire, bah, toujours vouloir amener les gens à se relever. Enfin, on en a vu tout le temps des cas comme ça dans le sport où les gens sportifs sont toujours des gens qui sont là pour pousser les gens vers le haut en fait, parce qu'ils ont cette mentalité eux-mêmes et ils peuvent l'appliquer à ces gens-là parce que eux-mêmes aussi peuvent comprendre cette mentalité que nous on a parce qu'on fait tous les deux quelque chose en commun qui s'appelle le sport. Et à partir du moment où on se dépasse, que le sport c'est ça, c'est vraiment se dépasser soi-même, dépassement de soi-même. Il y a des gens qui aiment pas ça et en général les gens qui aiment pas ne font pas de sport ou de choses incroyables. Mais bon, tant pis pour eux, hein, s'ils ont envie de vivre cette vie-là, c'est eux qui choisissent. Mais voilà, en tant que sportif, on a ça en fait, on a cette mentalité de on se pousse vers le haut. Et ça, je l'ai beaucoup vu chez des sportifs. C'est quand même rare les gens qui se tirent dans les pattes, parce qu'en général, en tant que mentalité de sportif, euh, on est beaucoup là à se lever les uns les autres. Voilà, parce qu'on sait ce que c'est, on a le même objectif, et parce que ça nous booste aussi. En fait, la façon de pouvoir encourager quelqu'un à être encore meilleur que nous, bah pour nous, c'est encore un travail où on aura quelque chose à se dépasser, en fait, parce que si à partir du moment, je sais pas moi, imaginons que moi j'ai dépassé à peu près tous les objectifs que j'avais et je ne trouve plus de possibilité de me dépasser moi-même. Et ben, en encourageant quelqu'un à faire encore mieux que moi, si cette personne arrive à faire mieux que moi, ben j'aurai encore un autre objectif qui sera de dépasser la personne qui vient de dépasser mon objectif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours cet aspect de progression permanente en sport, se dépasser sans arrêt et d'aller au bout de nos limites. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on va réussir à prendre des choses qu'on faisait avec le bodybuilding et les poids et les haltères dans la musculation, les incorporer à des mouvements avec le crossfit. On les incorpore aussi avec le powerlifting, mais cette fois-ci, on est plus sur de la force que sur du gain musculaire, même si effectivement, plus un muscle est volumineux, plus il a un potentiel de force. C'est même parce qu'il a un potentiel de force que il est apte euh, à le mettre en évidence actuellement. Ça reste un potentiel, hein. C'est comme quand vous prenez une pile, vous avez un potentiel de tension. Tant que vous la mettez pas sous tension, le potentiel, bon, c'est cool, mais bon, il est là, mais il nous sert à rien, quoi. Ok. Donc, vraiment, en powerlifting, on est sur des bases où on veut se tourner vers la force pure. Donc, on a des poids, on soulève, mais les temps de pause sont différents, les séries et les répétitions sont différentes.
on travaille pas du tout de la même manière qu'on travaillerait avec de la musculation et du bodybuilding. On est vraiment pas là pour faire grossir le muscle, mais pour faire en sorte d'avoir plus de force, plus de nerfs. Et justement, j'ai l'impression que cette tendance du CrossFit et du powerlifting est venue un peu avec cet avènement des arts martiaux, qui se sont un peu plus démocratisés dans ces années-là aussi. Je pense tout particulièrement à Bruce Lee, qui serait né dans les années 1940-1973, parce qu'en fait, quand on regarde l'apparition du CrossFit, on voit que ça apparaît un an après la mort de Bruce Lee, très étrangement. Et que 10 ans après, on a l'apparition du powerlifting. Sachant qu'avant le CrossFit, on avait le bodybuilding. Et qu'il y avait toujours la gym qui continuait à faire sa route. Ça, c'est pareil, hein. Quand je dis l'évolution de la gym, attention, c'est pas les gens ont fait de la gym en 1774, ils se sont mis à faire du bodybuilding en 1867, ensuite ils se sont mis à faire du CrossFit en 1974. Attention, non. Déjà, les gens ne vivent pas un siècle et se mettent pas, voilà, à changer de bodybuilding à CrossFit. Déjà, ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est juste comment le sport a évolué. C'est juste ça a évolué par branche, mais les branches qui étaient déjà existantes continuent en fait à perdurer jusqu'à ce que ça arrive à aujourd'hui. Par exemple, la gym fait son apparition en 1774. On en voit d'une façon différente encore à notre année, mais c'est encore pratiqué la gym. Le bodybuilding, c'est pareil, ça apparaît dans les environs 1867. On en voit encore à nos années. En fait, chaque branche qui est ouverte progressivement, parce que je pense que ça suit quand même cette trame-là, hein, vont petit à petit évoluer et restent dans nos années évoluer. Peut-être que le street tel qu'on le connaît aujourd'hui, je sais pas, peut-être qu'il mettra un autre sport de force en évidence qu'on n'a pas connaissance encore. Parce que là, pour l'instant, je dis bon, le street workout, pour moi, c'est pour moi la dernière évolution de force, c'est le street lifting. Ça s'est arrêté là. Après, si, on a le street workout dynamique et de force, enfin statique et de force. Mais bon, j'ai mis en 1990, même si ça a évolué maintenant. Bon, le street workout de 1990, c'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, je vois pas d'autre évolution de sport de force pure. Donc voilà. Donc je reviens sur, effectivement, je pense que le CrossFit serait une apparition du fait de la démocratisation des arts martiaux combinée à la musculation. Parce que, pourquoi j'ai envie de dire que l'apparition du CrossFit serait née grâce à Bruce Lee? Et je me mouille un peu, j'avoue. Parce que, en fait, les arts martiaux amènent toujours cet aspect de gym et de musculation. Avec l'avènement d'un corps sec, on est d'accord que Bruce Lee était quand même assez sec, assez taillé et assez fit. C'était pas quelqu'un non plus de massif. On a des mouvements beaucoup plus explosifs et endurants. Il faut être efficace, avoir de l'endurance, mélanger muscu, poids de corps. Des push-up, one arm, sur pouce, dragon flag démocratisé par Bruce Lee aussi. Donc c'est du tirage, ça ressemble un peu à du front mais sous un autre angle. Donc le culte du corps devient un corps sec dans ces périodes-là. Et c'est pour ça que ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que après l'apparition de tout ce qui est arts martiaux et tout, où il fallait absolument être assez fin parce que bon, les arts martiaux ça comprenait par exemple, parce qu'en fait les arts martiaux ça vient quand même des sports de combat et de force. Des pays de l'Est en fait. Les arts martiaux, c'est quand même ça. C'est-à-dire, c'est les troupes, c'est les soldats, j'ai envie de dire, c'est un peu la base martiale, même s'ils ont quand même des chars et maintenant des armées avec des flingues et tout. Mais ne serait-ce que dans la mémoire ancestrale des pays de l'Est, les gens se battaient uniquement avec leur corps, quoi. Et ils avaient cette capacité-là, en fait. Et effectivement, c'est revenu un peu au goût du jour, j'ai envie de dire, dans ces années-là. On voit bien que la mémoire de tout ce qui est arts martiaux a quand même perduré, a gardé une certaine trace. Et en effet, ce qu'on va plus demander, c'est un corps sec et assez fit pour pas trop prendre de place, pas être trop imposant, être assez discret, et puis surtout ne pas trop se fatiguer sur des mouvements d'explosivité, d'endurance, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que le culte du corps change, et qu'on a un peu ces problèmes, comme je disais tout à l'heure, où les gens trop musclés, on a tendance un peu à les clasher, oui, rien dans la tête, tout dans les bras,
Ça sert à rien d'avoir trop de muscles parce que au final t'as que dalle de force et tout. Ça se fait de plus en plus, ça se dit de plus en plus, je trouve, aujourd'hui. Donc voilà, par exemple l'exemple d'Anatoly. Un exemple d'Anatoly qui pourrait faire dire aux gens que effectivement bah, les sports de force bah, sont peut-être plus efficaces que des gens qui veulent avoir un corps massif. Mais après, comme je disais, tout dépend de ce que les gens veulent. Effectivement, on se rend compte qu'Anatoly il est capable des fois de porter des balais comme ça très très lourds à bout de bras ou des sauts et que quand il les donne aux gens musclés, ils comprennent limite pas, genre ils arrivent même pas à le soulever quoi, ou genre des poids qu'il arrive à soulever à bout de bras que des gens musclés n'arrivent même pas à soulever, mais parce qu'en fait ça dépend ce qu'on travaille. Si on n'a pas envie d'être explosif, endurant ou avoir beaucoup de force, alors après attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je dis pas ce que ceux qui font du bodybuilding n'ont pas du tout de force, il y en a quand même qui se retrouvent à soulever des poids de 110 kilos, enfin plus de 150 kilos, donc ils sont quand même préparés parce que c'est des compètes et tout. Il y a peut-être un peu de dopage, j'en sais rien. Mais c'est pas les mêmes objectifs. On peut pas comparer quelqu'un qui a pas les mêmes objectifs. Encore quelqu'un voudrait le même objectif et ferait pas la même chose. Auquel, ça serait bizarre. Si par exemple quelqu'un me dit je veux être comme toi, je veux avoir le même corps que toi, je veux de la force, et qui travaille pas du tout comme moi, bah je vais dire bah oui en effet là qu'est-ce que tu fais quoi. Mais si son objectif c'est pas du tout le même que vous, à quoi bon se prendre la tête, ça sert à rien. Donc street workout de 1990 à 2008 et encore muscu matériel urbain. Donc vraiment dans cette période-là, comme on le voyait jusqu'à 2008 avec comment il s'appelle déjà, Hannibal Forking. Donc on a une vision de freestyle, faire des figures qui font kiffer et semblent impressionner. Donc vraiment faire le show. Euh, les planches sont non clean, on commence à être un peu clean, mais pas trop. Donc là, je vous refais le résumé de Street Workout. Hein. Vraiment de 90 à 2008, on est vraiment dans quelque chose de chaud, comme je disais tout à l'heure. Musculation avec des poids urbains, des ceintures lestées avec. En fait, c'était même pas des ceintures, c'était des chaînes de chantier, quoi. Euh, Et encore, je suis même pas sûr qu'on ait des vidéos de 1990 de Street. Je pense que ça doit être des mines d'or de trouver ça. Ça doit être super rare de trouver ça. Vraiment, déjà, les vidéos d'Animal Forking de 2008 sont assez incroyables. C'est déjà une mine d'or. Ce gars est incroyablement fort. Il reste quand même assez stuck, hein. Même s'il travaille la force, il reste quand même assez. Après, c'est pareil, ça tout dépend aussi de la génétique, hein. Si vous avez un muscle qui a un potentiel énorme, il va développer son potentiel énorme, hein. Ça dépend de beaucoup de facteurs, de ce qu'on veut, de la génétique, de notre corps, de notre prédisposition, de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses, hein. En 2015, on a un peu plus de statique. Parce que forcément, de 90 à 2008, ils en faisaient. Un peu plus de bas de forme quand même aussi. Freestyle un peu plus amélioré, donc on a quelque chose un peu plus abouti de 2008 à 2015. Où là, on va avoir toujours des freestyles, des dynamiques de muscle up clappé, euh, à moitié tourné, donc un peu 360 pour le coup. D'autres variantes de muscle up à peut-être, je sais même pas si ça se fait des muscle up en archer, je sais pas. Traction archer peut-être. Toutes les figures un peu de walk, de traction en muscle up ou en front qui commencent à arriver. Je pense qu'il y en avait aussi un peu en 90-2008. Les figures phares, c'était la planche, jusqu'à 2015. Hein, je pense, pas la planche, le flag. Jusqu'en 2015, la figure phare, ça devait être le flag. Je pense que 2015, ça a vraiment été l'année d'arrêt, je pense. 2012, c'était vraiment l'avènement énorme du flag. C'est genre vraiment, c'était emblématique. Tu parlais du street, c'était flag, tu vois. Maintenant, tu parles du street après 2015, c'est planche, genre vraiment planche. Tu fais du street, planche. Tu vois la figure, planche. Pour les gens qui ne connaissent pas, normalement, tu leur dis. Bah, pour les anciens qui connaissent vraiment pas le street, tu leur dis flag, je pense qu'ils connaissent quand même. Mais pour les récents, pour les jeunes, tu leur dis flag, je suis pas sûr qu'ils connaissent, tu leur dis planche, il y a peut-être plus de probabilités. C'est comme street workout ou calisthenie. Il y a une certaine période, il y a certaines personnes de telle année qui disent plus street workout, et je crois que les jeunes disent plus calisthenie. Enfin, il y a un truc comme ça. C'est drôle. Même le terme pour désigner le sport change aussi avec le temps. On a des back levers en half leg, des planches bananes jusqu'en 2015. Bon, on a quand même des planches clean aussi, bon parce que il y a des gens qui ont quand même un niveau assez incroyable. Je parle surtout des gens qui font partie de l'Est, comme la Russie, le Japon, la Corée, la Chine, qui ont des niveaux de timbrés, parce que déjà en gym, de toute façon ils sont timbrés sur tout, en fait, sur tous les plans. C'est des timbrés, que ce soit en musique, en chant, en sport.
dans le travail. Ils ont toujours été en avance, hein. Tu vois, ça a été un peu les premiers à avoir les calculatrices, les téléphones portables, les signatures électroniques, surtout au Japon, en Chine, dans ces pays-là, ces pays de l'Est. C'est des gens qui travaillent énormément et qui ont aussi traversé des idéologies, comment dire, des régimes assez dictatoriales, assez impériales, qui font que ça se ressent en fait dans leur façon d'être. Ce sont des gens sérieux, qui ont quand même une éducation, des valeurs, une culture. Bon, après, ça dépend. Je veux dire, quand c'est très martial et c'est dans l'idéologie, ils ont quand même perdu certaines fois leur culture. N'empêche que c'est des gens qui restent, enfin, qui ont des valeurs, qui ont un savoir-vivre. Ils savent se faire à manger, en fait, ils savent tout faire plus ou moins tout seul, indépendamment. Ce qui est bizarre, parce que ce qui est paradoxal, c'est que dans le communisme, c'est un peu laisser tout à l'État et je pars vraiment en politique, ça n'a aucun sens. Mais dans le communisme en général, c'est tu laisses un peu les responsabilités à l'État et toi, bon bah voilà, c'est un peu compliqué de te créer une indépendance. Mais je sais pas pourquoi, dans tous les pays de l'Est, il y a un peu cette facilité à prendre des décisions, des risques, de travailler, d'être assez indépendant, de savoir comment manger, se faire à manger assez facilement. Ils savent manger correctement, les portions sont pas disproportionnées. C'est des gens qui, voilà, respirent le travail, la force, qui ont un mental de taré. Et ça se ressent en fait dans leur perf, que ce soit en natation, que ce soit en gym, surtout en gym. En gym, il y a des gens très forts à l'est, que ce soit en Russie, comme je disais, en Chine, en Corée, en Thaïlande, dans tous ces pays-là, on a des gens qui sont hyper forts. Et je pense qu'il y avait des gens qui avaient déjà des planches assez correctes avant nous, avant 2015. C'est évident. Bah déjà en gym ils le faisaient. Déjà en gym ils le faisaient même en Europe. Donc oui, c'était évident qu'en street, ils avaient déjà des perfs. Je suis même sûr qu'ils s'attaquaient déjà à des close-to impossibles avant 2015. D'ailleurs, je ne sais même pas de quand ça de close to impossible. Mais je suis sûr qu'il y a... En fait, le truc, c'est que je suis sûr que tout ce qu'on fait aujourd'hui a peut-être sûrement dû être fait déjà de 90 à 2015, mais que soit les gens ne filmaient pas, ne faisaient pas voir. En 90, il y avait quand même... C'était quand même difficile de filmer facilement, puisque les téléphones portables sont arrivés en 2007. Enfin, non, pas du tout. Un peu avant quand même. Mais tout ce qui était iPhone, voilà, ça a été un peu en 2007. Tout ce qui était smartphone, mais surtout en Amérique, en France, démocratisé, mais qui filment déjà. Des choses qui filment, c'était plus vers 2006-2007. Sinon, on prenait un appareil photo, un caméscope, une caméra. Mais c'était compliqué de filmer facilement avec un portable avant. Donc, il y avait moins de moyens. Je suis sûr qu'il y avait plein de figures qui étaient testées, qu'on redécouvre un peu aujourd'hui. Donc, on peut pas dire que, bon, voilà, est-ce que l'évolution s'est faite comme ça, ou est-ce qu'on a encore redécouvert des figures qui se faisaient déjà avant? On peut pas dire. Mais bon, la gymnastique a été le précurseur du street workout, hein, cohabitation gym street, et on le voit de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, que en gymnastique, à aujourd'hui, vous faites 6 presses planches, les juges, ils vous regardent, ils sont choqués. Parce que, en gymnastique, quand tu fais une planche, ou des figures comme des fronts, t'as beaucoup de mouvements d'élan aussi, de mobilité, de souplesse qui rentrent en jeu. Après, ça reste des gens aussi très forts. Les quatre facteurs font qu'ils se blessent un peu moins que des streeteux. Un streeteux, aujourd'hui, vous regardez certains, s'ils s'échauffent mal ou qui manquent de mobilité ou de souplesse, peuvent se casser un biceps sur des planches suppies, qui reste quand même une figure assez contraignante au niveau des coudes, surtout au niveau d'insertion, au niveau du biceps. Mais honnêtement, les gymnastes ont quand même une force incroyable et respectable. C'est assez incroyable. Ça a vraiment été le précurseur du street workout. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le street workout va devoir cohabiter avec la gymnastique et je vais en parler juste après. Quand je regarde déjà l'année dernière, que je vois Kevin euh, qui, qui aime bien faire des figures qui sont hors du commun. Il y en a un autre aussi sur YouTube qui fait pas mal de figures hors du commun. Je parle plus particulièrement du mana. Il y a aussi le high mana.
mais Kevin, qui est quand même le premier, si je trahis pas son prénom, je ne sais plus si c'est comme ça qu'il s'appelle, mais il me semble qu'il s'appelle Kevin, qui est le premier à lâcher une reverse planche. Genre, c'est juste hallucinant en fait. Genre, est-ce que les personnes en 2010-2015 imagineraient quelqu'un caser une reverse planche? Je suis même pas sûr. Et c'est pour ça que pour moi, je pense qu'il y a tout à faire du street. Aujourd'hui, on a tellement de personnes qui enseignent le street. Il y a plein de gens qui forment. euh, il y a plein de gens qui apprennent à des personnes moins fortes. Et les élèves commencent pratiquement à dépasser leur maître. Je parlais tout à l'heure de Melvin. Je pense qu'il doit exister plein d'autres cas. Mais c'est juste impressionnant. Et c'est pour ça que je pense que cette année, 2025, nous arrivons à l'âge d'or du street workout. Et en 2020, le freestyle prend une forme très évolutive, c'est-à-dire que en fait, on a des gens qui font des figures de plus en plus impressionnantes, c'est-à-dire des récupérations sur un bras. Alors pas encore en 2020, mais on a quand même tout ce qui est Giant 540, Swing 900, Supra 540, balancier, front flip free grab, Swing 720, Aléo, Frisbee, Ganger, Entrada de Angel. Bon, ça c'est pas trop freestyle. Bar spin, donc tout ce qui est agilité, c'est incroyable. Alors après, quand je parle de freestyle, c'est aussi il y a des formes de figures statiques. Donc les fronts et les planches, ça commençait déjà à être pas mal. Franchement, puis avec la démocratisation que Nathan Blanc a fait sur les 666, 666, 555, 11, 11, 11, sur des mouvements de planche où il fait 11 secondes de hold, 11 press, 11 push-up. Alors je sais plus dans quel ordre, mais bon, peu importe. Les perfs commencent à s'améliorer, c'est assez incroyable. Par exemple, je pense que toutes les figures de freestyle et d'agilité sont nées de gens qui faisaient des choses euh, du style du show, en fait, pour impressionner, et faisaient des figures loufoques, en fait. Et je pense qu'avec le temps, ça a été gardé parce qu'on se rendait compte que ça travaillait quand même assez bien une partie du corps en question. Par exemple, le FSTO, moi, la première fois que j'ai vu ça, un FSTO, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va se niquer les bras, ça sert à rien. Ça ressemble à rien. C'est des figures quand même qui sont dynamiques, qui te font de la force, mais qui sont pas belles. On va pas se mentir. On est d'accord qu'une planche, c'est quand même plus attrayant qu'un front lever. Bon, même si un front lever, ça reste quand même beau. Mais on est d'accord que la Victo au sol, par exemple, c'est pas très esthétique. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je fais ouais, bof. Pourtant, j'adore les sensations. C'est une de mes figures préférées. J'adore la Victo. C'est vraiment une figure que j'adore. J'aimerais avoir. Surtout au sol, je trouve ça kiffant. Les sensations, j'adore en plus. Mais il y a quand même dans la conscience générale du street, et même quand les gens nous regardent faire du street et qui n'en font pas, il y a des figures qui restent quand même plus belles que d'autres. On est d'accord. Bon, il y a des mouvements comme les festo, je sais pas qui le trouve beau, moi je le trouve pas forcément très attrayant. Quand tu regardes les Entrada de Angel, je suis sûr que la personne qui a commencé à faire ce mouvement, c'était un mec qui voulait impressionner dans les années 2008-2010 pour faire le show, en se tournant les épaules d'une manière assez bizarre et en se mettant en montée comme ça. Et en fait, on se rend compte que ce mouvement, il travaille uniquement que les biceps. Donc on arrive à trouver des mouvements sur des choses complètement délirantes et loufoques où on penserait même pas que ce serait une figure. Et on arrive en fait à trouver des figures qui nous font cibler ou travailler certains groupes musculaires précisément. D'ailleurs, je ferai une vidéo bientôt sur la tier list des figures dynamiques ou statiques que je trouve belles, du meilleur au pire. Ce sera personnel, bien sûr. Tier list, c'est toujours personnel. Et il faudrait que je fasse ça, vraiment, ce serait très intéressant. Mais effectivement, il y a des mouvements qui ressemblent à rien, comme à l'époque se mettre la tête sur la barre, ou faire des figures qui ressemblaient pas à grand chose. Tu mettais tous tes bras sur la barre et tu les pieds en l'air. Enfin, au final, qu'est-ce que ça travaille comme force? Donc ouais, il y a des trucs, c'était vraiment pour faire le show, quoi. Et donc moi je pense que à aujourd'hui, on arrive. Et tout ça fait que de 2020 à 2025, le street workout évolue à une vitesse juste ahurissante, accablante.
impressionnante à l'âge d'or du street workout. Je marquais 2025 l'âge d'or, mais je pense qu'il a quand même plus ou moins commencé en 2024. Honnêtement, voire peut-être un petit peu avant. Mais là, on arrive vraiment dans l'âge d'or, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de gens qui voient ce sport, qui ont envie de le faire. Il y a des gens qui font de la muscu, qui se mettent à le faire. Il y a aussi des gens qui se mettent au street et qui se mettent à revenir à la muscu. Attention, l'inverse n'est pas impossible non plus. Mais il y a quand même vachement plus de gens que ça attire de pouvoir faire des trucs stylés en fait. De se dire, bah, je peux faire du sport et en plus, en même temps, je peux impressionner les gens. Je peux faire le show. Il y a des gens qui kiffent ça en fait. Il y a des gens à qui c'est assez agréable. Pour qui c'est assez agréable de faire ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à happer de plus en plus une grande communauté de street. Surtout que le street workout, c'est une communauté qui est juste incroyable. Genre, même les gens qui sont pros, enfin, te parlent comme si on se connaissait, enfin, peut-être pas quand même qu'on se connaissait depuis longtemps, mais genre, sont très amicales, sont très sympas. Genre, je sais pas comment dire. J'adore l'ambiance des gens du street. Ils sont très agréables. Tous les gens du street sont très agréables, sont très adorables. Et j'adore cette commu, littéralement. Euh, Et puis ce qui est cool, c'est qu'on a toujours à sa portée. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, on se reconnaît entre streeteux. Et puis vu qu'on est quand même une communauté qui est assez petite, il y a un peu ce... Alors, je veux pas dire ce truc familial, c'est un peu bizarre à dire ça, mais en fait, on se reconnaît facilement. Et donc du coup, on a... Bah, vu qu'on kiffe ce sport en plus comme des dégénérés, qu'on est détraqués, qu'on fait ça n'importe où, qu'on trouve toujours des endroits n'importe où pour en faire, bah, on se repère assez facilement en plus. Et dès qu'on en fait, on essaie toujours de demander des conseils en mode «Ah ouais, qu'est-ce que tu travailles et tout?» Genre... il y a toujours un feeling incroyable avec les streeteux, que ce soit street workout 7 and reps, static freestyle, agilité, street lifting, n'importe quelle branche du street, peu importe, genre les gens sont juste kiffants en fait. Toute la communauté de street est juste adorable, génial, j'adore. C'est vraiment un sport que j'adore, une commu que j'adore. Euh... Voilà. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Euh... J'ai fait durer un peu la vidéo un peu plus longtemps parce que normalement je vais remettre une partie à la fin de l'ancienne, enfin de la vidéo précédente que j'avais faite avant celle-ci, où là j'étais vraiment à chaud, genre je parlais à l'improviste. Bon, là j'avais des notes pour m'aider. Mais voilà, c'était juste pour en parler. Je kiffe ce sport et bientôt je ferai des vidéos de street workout, de tier list, de mes athlètes préférés, de mes figures préférées. Alors, de mes figures préférées, alors attention, des figures préférées que je kiffe faire, donc des sensations que j'adore dans ces figures-là, et des figures que je trouve les plus belles aussi. Donc voilà, il y aura les deux. En push, en pull, et en handstand. Enfin, je vais voir si je mets, peut-être que je mettrai le handstand dans le push. Euh, voilà. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Je pense que de toute façon, tout sera dit dans la vidéo. Et j'ai plus forcément grand chose à dire. Donc voilà, si vous voulez me corriger sur certains trucs, vous êtes libre de le faire. Vous pouvez reprendre ma vidéo, me corriger, me citer une partie, et puis moi j'irai voir votre vidéo, et puis j'irai voir. Et puis au moins, bah, ça me permettrait de ne plus être dans l'ignorance, justement. J'en conviens que j'ai survolé énormément. J'ai voulu dresser un système d'évolution du sport à partir de la gym, comme j'ai voulu le voir. C'est-à-dire que si ça se trouve, c'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. Mais je voulais juste faire une comparaison de l'évolution des sports de force jusqu'au des sports de force et d'agilité, en fait, toute l'évolution qu'il y avait en fait euh, du fait de se sculpter un corps. Et donc oui, là je me mouille, franchement, je survole le sujet, je suis prêt à me faire critiquer, comme sur une autre vidéo que je posterai après. Euh, Mais si je dis des bêtises, franchement, je vais pas dire que je m'en fiche, mais je suis prêt à me faire corriger. Donc, en soi, je sais que tout le monde viendra apporter quelque chose d'intéressant. Euh, c'est juste pour ouvrir le débat, en fait. C'est juste pour ouvrir le sujet. Et vu que j'ai envie d'en parler, quitte à peut-être minimiser certains détails précis, juste parce que j'ai juste envie d'en parler, en fait. J'ai vraiment l'envie d'en parler et j'ai envie de le faire. Donc, il y a peut-être des trucs qui seront cohérents dans ce que je dis, il y a peut-être des choses qui seront un peu moins cohérentes, surtout au niveau de l'évolution de ce que je disais tout à l'heure, l'évolution de la force, des sports de force,
de 1700 à aujourd'hui. J'ai pris des sports, ça se trouve, ça ne s'est pas passé comme ça, mais je suis prêt à me sacrifier, à prendre le risque et de me dévoiler en disant ces choses-là. Voilà, voilà, c'est tout. À une prochaine. Je ferai d'autres vidéos de tier list. Je pense qu'ils seront assez sympas. Et je vous laisse avec le bout de ma vidéo, enfin le bout de la fin de ma vidéo précédente que j'avais fait pour pouvoir compléter la vidéo. Et puis on se retrouve sur d'autres vidéos plus tard. Voilà, c'est tout. Et franchement, j'ai vraiment juste trop hâte de voir l'évolution de ce sport. Qu'est-ce que ça va donner? Et je suis persuadé que d'ici les années à venir, le street workout et la gymnastique cohabiteront dans les Jeux Olympiques. Parce que, en effet, on fait le même sport, mais on ne le fait pas de la même façon. On fait la chose de la même forme. C'est la même forme en soi, ce qu'on fait, c'est de la force, mais on le fait pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on se sert moins de la souplesse, de la mobilité. On se sert vachement plus de force qu'un gymnaste, même si un gymnaste reste quand même très 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 fort comparé à un streeteux. Attention, les gymnastes font des dingueries de performance. Ce sont des gens super forts. Mais on voit bien que le street commence peu à peu à se rapprocher de la gymnastique, commence à rentrer en cohabitation. Et attention, je veux pas non plus réduire le street workout à de la gymnastique, mais on voit bien qu'il commence à y avoir une cohabitation qui existe entre ces deux sports. Et je pense que dans les années à venir, il y aura une branche gymnastique et une branche street workout côte à côte. Je sais pas pourquoi, j'en suis persuadé. Si on continue comme ça et qu'on arrive réellement à créer une règle précise dans ce sport pour pouvoir performer dans les Jeux Olympiques. Alors après, ok, je pense qu'on peut quand même garder dans le street workout ce côté freestyle, ce côté je te fais des compétitions en veux-tu en voilà, parce que le street workout ça reste du show. Comparé à la gymnastique, où on a quelque chose de très strict, même si le street workout est quelque chose d'assez strict aussi, ça reste du show. On aime bien être dans la rue, enfin, des fois on est limite comparé à des SDF parce que vraiment on fait ça, on n'a pas de vie quoi, on fait ça à des endroits, des rassos à des endroits, enfin, dans des endroits, enfin, ouais, c'est complètement recul, enfin, dans des lieux, mais ça reste avec l'esprit de la ville et du peu de moyens, de se muscler avec le peu de choses qu'on a avec nous, quoi. Donc voilà, c'est vraiment juste cette différence. Je pense qu'il restera quand même du street workout, des compétitions qui seront faites avec du show, euh, avec, comment dire, parce que dans le street workout, maintenant, pour moi, il y a 4 catégories. Il y a la catégorie set and reps, il y a la catégorie street lifting. Les deux sont pas tant éloignés que ça en soi. Ensuite, on a la catégorie statique, on a la catégorie freestyle. Alors la freestyle, c'est dynamique plus statique. Et on a la catégorie dynamique. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse, pour le street workout, des... euh, comment dire, des règles bien établies. Et en fait, je sais pas si vous remarquez quelque chose, mais remarquez que dès que des gens se lestent ou utilisent des poids, il y a des règles qui sont mises, hormis la gym, parce que la gym, ils n'utilisent pas de poids à part le poids de leur corps. Mais si tu regardes au bodybuilding, les compétitions, il y a des codes. Au CrossFit, il y a des codes. Au powerlifting, il y a des codes. Au streetlifting, il y a des codes. Tout est bien implémenté. En gymnastique, à la gym artistique et tout, il y a des codes. Le seul endroit où il n'y a pas encore de code, c'est le street workout. Ou la calisthénie, je m'en fous. Appelez-la comme vous voulez. Et après, je sais pas si c'est un problème, mais c'est le fait que, comme je dis, c'est là pour faire le show, quoi. C'est là pour impressionner. Donc, je pense qu'on peut quand même garder et laisser des compétitions, des rassos, mais surtout des compétitions un peu en mode show à la rasso, quoi,
limite peut-être faire un mélange des deux, rasso, compétition, quelque chose de très intéressant d'ailleurs, un peu à l'arrache, ou on fait ça en ville, ou dans une salle, ou dans des endroits urbains, quoi. Mais il faut pas venir se plaindre que certaines personnes jugent de façon aléatoire ou difficile, parce que on est vraiment dans du show. Donc, je pense que dans le street workout, on a un peu on se rapproche d'ailleurs un peu de cette case catch acteur, parce qu'on est des gens casse-cou, c'est-à-dire que au niveau du freestyle et du statique, nos mouvements, on a plus de chances de se blesser en tant que streeter dynamique et freestyle qu'un street lifter ou un power lifter. Je suis désolé. Vous prenez un power lifter ou un street lifter, le fait que ce soit réglementé, le fait qu'ils s'entraînent strictement, alors attention, je dis pas que les gens du street workout qui font du dynamique, du freestyle, enfin statique et freestyle, ne s'entraînent pas correctement, mais ça reste des gens très structurés. Dans le street lifting aussi, ce sont des gens qui se baissent moins, qui se blessent moins, parce que il y a cette hiérarchisation au niveau des règles aussi avec des compétitions qui fait que ça reste strict. Dans le street workout, on peut très bien aussi maintenant faire se dire comme le street lifting et le powerlifting, on met des codes comme à la gym par exemple. Si telle personne tient telle figure de machin, il y avait un truc qui avait commencé à naître de ça dans le street lifting, non, dans le street workout au niveau statique. Je crois que c'était uniquement que en statique. Mais je crois qu'il y avait des gens qui s'étaient plaints du fait que oui, il fallait pas relâcher la barre. Enfin, il y avait des règles comme ça et tout. Mais en fait, tant qu'on va pas mettre de code, on pourra pas se plaindre en même temps de oui, le street, c'est plus ce que c'était avant, maintenant les compétitions et tout. Mais oui, mais c'est ce que, enfin, faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez qu'on rentre dans des domaines tels que les Jeux Olympiques ou des compétitions très strictes, il nous faut des règles très strictes à respecter, comme à la gym, avec des conditions spéciales, spécifiques pour tel mouvement. Moi, je ne connais pas trop les règles de gym. Il faudrait s'en inspirer. Ou pareil pour powerlifting, streetlifting. Il faudrait vraiment mettre au point des règles strictes qui ne bougent pas et ne pas s'en plaindre. Parce qu'au pire, si vous vous en plaignez, eh ben, restez dans la branche du street workout show. Je pense qu'il faudrait faire ça en fait, différencier deux types de choses, c'est-à-dire street workout compétitif, donc peu importe, hein. Tiens, d'ailleurs je vais marquer ça, on peut se dire, on fait street workout avec des règles, donc règles compétitives sérieux, je marque entre parenthèses Jeux Olympiques. On pourrait faire pour la catégorie que statique. On pourrait aussi faire pour la catégorie que dynamique, c'est-à-dire que en fait c'est compliqué parce que moi le dynamique j'appelle ça tout le temps freestyle, mais le freestyle c'est la combinaison de statique plus dynamique. Mais vous voyez bien, les gens qui font le show, qui font le tour des bars, les 360, c'est du dynamique. Si je dis pas de la merde, hein, mais il me semble que c'est ça. En fait, moi je pense que on pourrait faire sérieusement une partie statique, avec que des règles statiques sérieuses, une catégorie dynamique où les gens font les singes sur la barre et on fait que ça, une partie freestyle où on a un mélange de statique et dynamique, on a vraiment le statique et le dynamique qui sont regroupés ensemble avec des règles sérieuses aussi. Mais là vraiment on n'est pas sur du show, on est vraiment sur de la compétition stricte. On met des règles, on respecte les règles, on se plaint pas et tout le monde se soumet à ses mœurs, des règles des compétitions et c'est tout. On pourrait faire la même chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais non, je crois que c'est tout, hein. C'est tout parce que après, c'est quoi? C'est comme je disais, 7 reps. Mais 7 reps,
ça va avec street lifting. Alors, attends, peut-être que je dis de la merde, parce qu'il me semble que 7 reps en street workout, je crois que ça intègre aussi des pompes ou d'autres mouvements. Mais on est d'accord que ces deux gens-là, ces deux personnes, 7 reps et street lifting, ce sont pas des personnes, ce sont je n'arrive plus à parler, ça m'agace. 7 reps et street lifting, ce sont deux entités du street où les compétitions sont strictes. Il faut, pour les 3 statique, que dynamique et les 2 freestyle, des règles si on veut aller aux Jeux Olympiques, si on veut vraiment que notre sport soit mis avec des règles sérieuses, compétitifs. Parce que là, dans l'optique où ça va, le street lifting et les 7 reps auront plus de chances de nous que d'arriver au JO avec des règles strictes, pure et dure. Donc il faut vraiment qu'on trouve ça. Et à côté, si ça fait chier les gens qu'on fasse de la compétitif sérieux avec des règles, que on n'a pas envie que le sport se développe. Enfin, de toute façon, le sport, il a commencé à se développer. Là, il est en plein dans son... Il va percer, en fait. Comme je dis, on entre dans l'âge d'or. Les compétitions commencent à être de mieux en mieux organisées. Il commence à y avoir de plus en plus de règles qui commencent à être faites. Mais comme je disais, quand les règles seront sérieuses et que la compétition sera basée sur des règles vraiment, voilà, écrites sur le marbre, on n'est pas obligé non plus de se coller qu'à cette option-là avec le street workout. On peut aussi à côté garder des rassos, des rassemblements, des compétitifs, mais des compétitifs qui font le show, quoi. On pourrait garder ça, en fait. Vraiment garder cette part du street workout où on fait le show. Soit on prend statique, dynamique, freestyle, on en fait une compétitive très sérieux et on en garde une part de show, où là les gens, si ça leur fait chier d'être en compétition ou de pas lâcher la barre pendant un certain moment ou de pas être libre de faire ses freestyles comme on veut, de pas faire le show en gros, et ben on pourrait garder justement cette branche de show pour ces gens de statique, dynamique, freestyle. Ou alors, on fait comme la boxe et statique, dynamique, freestyle, on n'arrive aucunement et pas du tout à faire des règles et des compétitions sérieuses et aller au JO parce que ça nous emmerde de ne pas pouvoir faire le show. Et donc dans ce cas-là, alors, ça voudra dire que le street lifting et 7 reps sera l'équivalent de la boxe et le static dynamic freestyle sera l'équivalent du catch. Donc il faut se décider. C'est soit on a la capacité de faire static dynamic freestyle compétitif party show, soit on n'est pas du tout capable de faire de static dynamic freestyle en compétitif et on le garde dans la part du show et tout ce qui est compétitif reste de tout ce qui va être 7 reps et street lifting. C'est tout. Mais il faut se décider. Il faut vraiment trouver quelque chose. Je pense que ça se fera. Il faut choisir une option. Si les gens se plaignent de gens qui essayent de faire en sorte que le statique, le dynamique et le freestyle puissent avoir des règles précises et pouvoir passer dans des compétitions sérieuses telles que les Jeux Olympiques, alors ne venez pas entraver et embêter les gens qui essayent de faire ça et aller aux côtés des gens qui préfèrent faire en sorte que le street workout ne devrait pas être sur la scène internationale dans les grandes compétitions et rester plus en tant que show. Mais il faut se décider. Il faut prendre un camp, il faut prendre un parti. En même temps, le street workout va un peu se diviser et y avoir des sous-catégories. Hein, on en a déjà pas mal. Donc, c'est pas pour diviser, hein, mais c'est surtout pour avoir une idée plus précise de ce que les gens attendent dans ce sport et de ce qu'ils attendent des compétitions. Je mettrai l'autre partie de la vidéo. Je la collerai à celle-ci. Donc voilà, c'était une longue histoire et un potentiel avenir pour ce sport. Franchement, j'adore ce sport, je le kiffe. Je pense que je m'arrêterai jamais de le faire parce que j'ai vraiment trouvé mon sport à moi. Et voilà, je pense que c'est potentiellement un début de solution, de réponse. Je ne sais même pas si les gens
entendront ma voix. C'était juste pour vraiment parler du sujet. Moi, je pense que c'est assez sympa de lancer le sujet comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je cherche pas à dire que j'ai la science infuse parce que même mes infos sont pas tant précises que ça. Genre, c'est vraiment, j'ai juste envie de parler de ce sport, de remettre un peu dans le contexte et juste d'évoquer le fait que je suis surpris que ce sport évolue si vite, que les gens ont une force incroyable, une endurance folle, des explosivités folles. Juste, ça me fascine. Ce sport me fascine. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler, d'ouvrir un peu le débat sur le côté compétitif, d'ouvrir le débat sur ce que se dit sur YouTube, le fait que le street est en train de mourir. Je pense qu'on est en train de faire mourir une partie du street workout, qui est le street workout passé, et que là, on rentre dans l'âge d'or du street workout et du potentiel de force des hommes de ce monde. C'est juste incroyable ce qui est en train d'arriver. C'est une révolution. Et on a tout à construire. On a vraiment tout à construire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'en conviens que mes informations ne sont pas tant précises que ça, car j'ai que 2 ans de street workout. Je n'ai pas un niveau super impressionnant, mais je voulais juste parler de ce sport. Et voilà. À vous de faire les corrections, d'apporter les corrections que vous voulez. Euh, les commentaires sont là pour ça. On peut absolument faire évoluer ça et les choses de façon constructive. Et je compte sur vous. On est tous là pour faire évoluer ce sport magnifique. C'est pour ça qu'on est tous réunis dans ce sport juste incroyable. Les gens dans ce sport sont juste super cool. C'est fou, vraiment. C'est juste incroyable. Donc voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Je vais arrêter parce que sinon je vais passer plus de temps à dire que à dire des choses intéressantes. Donc fini. Et c'est tout. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo du coup. Ciao!